Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. J'en ai pas de Vendée 93. Vendée 93 est un jeu captivant de Pascal Toupy et Jean-Philippe Barcus. Avec l'illustration de Ken Logan et de Shane Phillips, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Le jeu est édité par Fellowship of Simulation. Le jeu vous plonge dans une des périodes les plus dramatiques et épiques de l'histoire de France, les guerres de Vendée. En 1793, après l'exécution de Louis XVI, la France se trouve plongée dans un conflit majeur contre une coalition de monarchies européennes. Les insurgés vendéens, appelés la Vendée militaire, s'organisent pour défier le pouvoir en place révolutionnaire. Vendée 93 recrée cette lutte intense et stratégique entre les républicains et les royalistes grâce à un système de card driven très immersif et très bien pensé. Le jeu est un véritable défi stratégique où chaque joueur prend le contrôle de l'une des deux factions et doit habilement gérer ses ressources, ses renforts ainsi que ses batailles. Les Vendéens doivent exploiter leur supériorité initiale pour prendre l'avantage, tandis que les républicains devront résister et se renforcer pour combattre la rébellion. Vendée 93 est un jeu historique intense, riche en décisions stratégiques et en décisions cruciales. Les parties durent de 90 à 180 minutes à partir de 14 ans. Chaque décision peut faire pencher la balance du destin de la Vendée. Plongez dans cette expérience immersive où l'histoire de la Révolution française prend vie à travers un jeu captivant. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les grandes mécaniques du jeu. Ça, c'est plus une présentation qu'une règle de vidéo. Je vous donnerai également mon avis à la fin de la vidéo. Le jeu connaît actuellement une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Je vous invite à aller voir. Ce genre de jeu n'est pas très courant en français. L'éditeur mérite qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Donc ici, certains éléments sont en anglais, mais ne vous en faites pas. Une version française est disponible. Le plateau représente une carte d'époque de la Vendée militaire divisée en 22 zones. Les zones avec les pastilles vertes, jaunes et grises sont des zones de secteur d'opération vendéen. Elles révèlent respectivement de l'armée du Marais, de l'armée d'Anjou, ainsi que de l'armée du Centre. Les zones avec les pastilles bleues sont quant à elles des secteurs d'opération républicains. Elles révèlent du secteur d'opération de Nantes, de Saumur, ainsi que de La Rochelle. Vous trouverez également sur le plateau différents types de zones. Des zones de plaine, des zones de blocage, ainsi que des zones de marée. Les zones de plaine, elles, favorisent les joueurs républicains, tandis que les zones de blocage bénéficient aux joueurs vendéens. Il y a également une piste de tour, ainsi qu'une piste de prestige, qui correspond à une sorte de piste de points de victoire. Les joueurs vont tirer au sort ou s'entendent sur le camp que chacun souhaite jouer. Ils placent devant eux les unités, les chefs, les fiches de réaction. Vous avez une fiche de réaction par camp, ainsi que tous les dés qui correspondent au camp choisi. Le joueur républicain va placer les marqueurs d'objectifs républicains, comme je l'ai fait là sur le plateau. Toutes les zones comportant un marqueur objectif face bleue s'apparentent aux zones d'objectifs républicains. Le joueur républicain placera ses unités, ce sont les petits cubes bleus, dans chaque zone où se trouve un marqueur objectif républicain, puis une unité supplémentaire dans une des zones de son choix, pour un total de 10 unités. Le reste des unités seront placées dans sa réserve. Le joueur républicain place les chefs comme je l'ai fait en fonction de certaines restrictions et de certaines zones. Ceux qui ne seront pas placés iront devant lui. Il prend également 5 dés de bataille, 1 dé de place forte, 3 dés de renfort et donc les 6 chefs républicains restants. Le joueur vendéen, quant à lui, placera les marqueurs, comme je l'ai fait également, vous les voyez sur le plateau. Ce sont les objectifs face rouge. Ils sont apparentés à des zones d'objectifs vendéennes. Le joueur vendéen répartira librement ses unités de départ en respectant certaines contraintes en fonction des secteurs d'opération. Pour les unités vertes, il y aura 4 au total, 12 pour les unités jaunes et 5 pour les unités grises. Il placera également ses chefs, suivant certaines contraintes et en fonction du secteur d'opération. Il a quant à lui 5 dés de bataille, 3 dés de Toscan, 3 dés de retour au champ, 5 marqueurs toscans, une réserve d'unités également, et la fiche de réaction vendéenne. Vous allez placer les différents marqueurs et vous allez être prêt à jouer. Les différentes cartes du jeu seront mélangées en un seul paquet et chaque joueur pioche au hasard 5 cartes pour constituer sa main. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, à quoi elles ressemblent, comme ça vous avez une idée. Voilà, vous voyez, vous avez des effets, des événements et différentes indications qui sont sur cette carte. Des cubes rouges, ce qui va vous servir à faire différentes actions sur le plateau. Donc comme je vous le redis, là c'est en anglais, mais une version française est disponible que j'engage vraiment à aller voir. Pour les conditions de victoire, le joueur vendéen remporte la victoire si à la fin du tour 8, le marqueur de prestige se trouve sur la case 1 ou plus de la piste de prestige, qui est ici. Il peut cependant également obtenir une victoire automatique dans les conditions suivantes. Si le joueur vendéen contrôle toutes les zones républicaines avec un objectif, et si à la fin d'une phase du jeu républicain, le marqueur de prestige se trouve sur la case 9 de la piste de prestige. Pour le joueur républicain remporte la victoire si à la fin du tour 8,
le marqueur de prestige se trouve sur la case -1 ou moins de la piste de prestige. Il peut également avoir des conditions de victoire automatique s'il contrôle toutes les zones objectifs vendéennes, ou si à la fin d'une phase du joueur vendéen, le marqueur de prestige se trouve sur la case galerne, c'est-à-dire la -4. Une partie de Vendée 93 se joue un maximum de 8 tours. Chaque tour consiste en 2 phases. La phase du joueur royaliste, suivie par la phase du joueur républicain. Le joueur dont c'est la phase est dit actif, le joueur dont ce n'est pas son opposant est dans le rôle du joueur passif. Pour la phase du joueur vendéen, au tour 6 seulement, il pourra avoir une phase qui s'appelle pour duel au roi. Le joueur vendéen va choisir plusieurs effets qui vont pouvoir lui permettre de défausser des cartes, de déplacer ou de recevoir un chef. Tous les tours, à part le tour 1, ils recevront des renforts. Ils sont listés sur la piste de prestige. Et annonce s'il utilise un marqueur toscan pour des renforts supplémentaires. Et ensuite, il jouera une carte de sa main. Il reçoit un point de réaction si un cube rouge est présent. Et ensuite, il résout l'événement. Le joueur vendéen utilise ses points d'action, qui sont indiqués sur la carte comme je vous ai montré, pour déplacer ses unités et ses forces. Le joueur vendéen résout les batailles dans les zones où se trouvent des unités ou forces des deux camps. Il retirera ensuite du plateau et placera dans sa réserve des unités vendéennes comme indiqué par son jet de retour au champ. Le joueur vendéen vérifie si le joueur républicain atteint une condition de victoire automatique. Pour la phase du joueur républicain, le joueur républicain lui recevra des renforts en fonction des dés. Il joue également une carte de sa main, puis il résout l'événement. Il utilisera également les points d'action de la carte pour déplacer ses unités ou ses forces. Il résout les batailles de la même manière, et il vérifiera si le joueur vendéen a atteint une condition de victoire automatique. A savoir que lors des tours 4 et 7, avant la phase du joueur vendéen, les deux joueurs reconstituent leurs mains pour avoir 5 cartes. Les renforts des deux camps obéissent à 2 mécanismes distincts. Le joueur vendéen, ce sera via les dés de Toscan et la piste de prestige. Pour le joueur républicain, ce sera les dés de renfort. Il se peut que certaines cartes événements vous permettent d'ajouter des unités sur le plateau. Le joueur vendéen dispose de 5 marqueurs toscans pour l'ensemble des 8 tours. Il peut en dépenser 1 pour lancer les 3 dés d'appel au toscan, ce qui lui permettra de récupérer diverses unités. En fonction de la couleur des dés, ce sont les unités que vous récupérez. Bien entendu, il ne peut pas lancer de renfort dans une zone contrôlée par le joueur républicain. Si un autre secteur d'opération vendéen entièrement contrôlé par le joueur républicain, alors aucun renfort n'est possible. Il se peut aussi qu'en fonction du résultat du dé, le joueur vendéen puisse récupérer de nouveaux chefs disponibles de sa réserve. Si à la fin d'une phase de renfort, une armée vendéenne n'a aucun chef dédié sur le plateau, le joueur vendéen recevra automatiquement un chef de la même couleur, s'il est disponible dans sa réserve. Sinon, il prendra un chef à fond rouge. Même sans utiliser un marqueur toscan, le joueur vendéen pourra recevoir des renforts. Si le marqueur de prestige est sur l'une des cases 6 à 9, il reçoit les renforts indiqués sur la piste. Pour le joueur républicain, sa phase de renfort est différente. Il va lancer les 3 dés renforts, il reçoit les unités correspondantes pour chaque secteur. Les unités sont prises dans la réserve du joueur, puis placées librement dans les zones du secteur correspondant. Si une zone républicaine avec un objectif est vide, le joueur républicain doit en priorité placer au moins une unité reçue en renfort. Si un secteur républicain est contrôlé par le joueur vendéen, les unités de renfort pour ce secteur vont sur la case transit. Vous voyez, vous avez des cases au-dessus, transit et caserne. Pendant la phase d'événement, chaque joueur jouera une carte de sa main. Elle va donner des points d'action, parfois un point de réaction, et déclenche un effet événement. Vous avez ici une icône qui vous indique le camp, que ce soit, si c'est le bonnet phrygien, c'est républicain, le Sacré-Cœur, les royalistes, s'il n'y a rien, c'est un côté neutre. Ici, c'est le nom de l'événement. Ici, le nombre de points d'action. Ici, un cube rouge, un cube de réaction, une illustration et la description de l'effet. Le joueur actif va jouer sa carte. Il applique tout l'effet d'un événement, favorable ou neutre. Le joueur passif applique uniquement un effet qui le favorise, selon l'icône du camp. Le texte de la carte précise quand l'effet se produit. Certains effets sont immédiats, d'autres sont différés. Une carte est bien entendu défaussée après utilisation. Les cartes défaussées sont consultables à tout moment. La pioche, en revanche, bien entendu, ne peut pas être examiné. Pendant la phase de mouvement, le joueur va utiliser ses points d'action, indiqués sur la carte jouée, pour déplacer ses unités, ses forces et les chefs sur le plateau. Pour déplacer une unité vers une zone adjacente, cela coûte 1 point. Déplacer une force, un groupe d'unités empilées, 1 point. Déplacer un chef seul vers une zone adjacente, également. Il peut au passage embarquer des unités situées dans une seule et même zone. Les zones sont adjacentes si elles partagent une frontière commune. Bien entendu, si c'est juste un point ou un angle, cela ne compte pas. Un déplacement va s'arrêter si vous rentrez dans une zone occupée par un ennemi. Un chef seul ne peut jamais rentrer dans une zone avec des ennemis. Si une zone contient des unités des deux camps au début de la phase de mouvement, aucune des unités ne pourra se déplacer pendant cette phase. Au niveau du contrôle des zones, le joueur vendéen contrôle automatiquement les zones des secteurs vendéens si aucune unité ennemie n'est présente. Le joueur républicain, quant à lui, contrôle automatiquement les zones républicaines avec un objectif si aucune unité ennemie ne s'y trouve. Lorsqu'un camp prend le contrôle d'une zone, le marqueur d'objectif est retourné sur la face de son camp. Vous voyez, vous avez plusieurs faces.
Une bataille a lieu après la phase de mouvement, si les unités des deux camps se trouvent dans la même zone. Le joueur actif choisit l'ordre de résolution si plusieurs batailles ont lieu. Une seule bataille peut avoir lieu par zone et par phase. Une bataille se compose de rounds successifs. Le premier round est obligatoire. Si un chef, avec un trait spécial, tous les chefs ont des capacités, vous permet d'y échapper. Vous allez lancer un nombre de dés égal à vos unités présentes, avec un maximum de 5 dés de bataille par joueur. La bataille va continuer jusqu'à ce qu'un seul camp reste dans la zone ou que la zone soit vide, car à partir du deuxième tour, un repli est possible. Chaque joueur peut déclarer un repli en commençant par le joueur actif. Le repli va s'effectuer vers une zone adjacente. Pour se replier, le joueur doit sacrifier une unité. Bien entendu, cela est interdit s'il ne contient qu'une seule unité. Vous allez pouvoir, en fonction du résultat des dés, soit avoir aucun effet, détruire une unité ennemie qui est renvoyée à la réserve, ou détruire une unité ennemie qui doit effectuer une retraite. Certaines cartes événements peuvent modifier le cours de la bataille. Vous allez retrouver aussi, en fonction des zones, différents types de batailles. Lorsqu'un chef est impliqué dans une bataille et subit une retraite, ou se retrouve seul avec des ennemis à la fin d'un round de bataille, il doit passer un test de chef. Il pourra être retiré du jeu, effectuer une retraite, tout ceci afin de refléter comment étaient les batailles de l'époque. Le vainqueur d'une bataille est le camp qui possède encore au moins une unité dans la zone à la fin du combat. Si c'est le joueur vendéen qui gagne, il va recevoir un point de prestige. S'il perd, il perd un point de prestige. Les unités éliminées lors d'un combat ou d'un événement retournent dans la réserve de son propriétaire. Les gros cubes, comme cela, représente 5 unités. Le joueur vendéen, à partir de son deuxième tour, devra lancer des dés de retour au champ après sa phase de bataille. Cela déterminera le nombre d'unités à retirer du plateau et à déplacer dans la réserve. Certains chefs possèdent un trait qui leur accorde un avantage ou un désavantage pendant une bataille. Le trait est souvent obligatoire. Piste de prestige est utilisée pour mesurer le succès de la révolte vendéenne. Elle fonctionne comme une piste de points de victoire. Le joueur vendéen gagne un point de prestige dans les situations suivantes. Lorsqu'il gagne une bataille, lorsqu'il prend le contrôle d'une zone objectif, lorsque le joueur républicain n'a pas déclenché de bataille pendant la phase républicaine, pour chaque marqueur toxin non utilisé à la fin du tour 8. Il va en perdre lorsqu'il perd des points, lorsqu'il perd une bataille. Également lorsqu'il perd le contrôle d'une zone objectif. Et lorsqu'un chef vendéen est éliminé. Le marqueur de prestige ne peut pas dépasser les zones 9 et moins 4 de la piste. Vous avez sur ces fiches de réaction comment vous pouvez dépenser les différents cubes rouges que vous allez récupérer au cours de la partie. Donc ça, c'est pour vous donner une grande idée des règles et des mécaniques, sans vraiment être rentré dans tout le détail des règles. Le jeu se joue également en solo, donc je vais un petit peu vous en parler, car le mode solo est vraiment de très bonne qualité. C'est pas un mode solo rajouté juste pour dire qu'il y a un mode solo, c'est vraiment une expérience très intéressante du point de vue ludique. La version solo va utiliser les composants de Vendée 93, bien entendu, et vous avez également un dé pour la version solo. Vous allez mélanger et diviser le paquet en 2 paquets séparés égaux, puis vous en placez un dans chaque espace C des tableaux. Cet espace C représente désormais le paquet de chaque camp. Vous allez piocher successivement 4 cartes de ce paquet et les placer dans les espaces visibles et un face cachée dans les espaces D et E. Vous pouvez commencer à jouer selon les règles de la séquence de jeu de Vendée 93 en tenant compte de ce que je vais vous dire. Vous allez jouer alternativement le joueur royaliste et le joueur républicain. Lorsque vous faites ceci, vous ne pouvez pas regarder le tableau solo de l'autre camp. Avant chaque phase de renfort de chaque joueur, vous devez lancer un D6 pour consulter le tableau pour voir quelle carte vous pouvez choisir parmi celles révélées. Et donc, ce sont les cartes que vous allez jouer pendant la phase d'événement de ce camp. Toute carte jouée doit être défaussée normalement. En fonction des cartes que vous révélez, certaines choses vont s'appliquer, qui vont vous permettre d'avoir une simulation, même si vous jouez les deux camps. Il y aura aussi également, en fonction des dés et des cartes, des règles spécifiques à appliquer, mais cela donne une vraie expérience. J'étais assez surpris, c'est pas le genre de solo que je connais trop, mais le fait de jouer les deux camps de manière alternative, c'est assez intéressant. Ça permet aussi de découvrir les cartes pour quand on fait des parties contre quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup aimé, c'est assez prenant, c'est assez dense, mais c'est vraiment agréable à jouer. Une fois qu'on a compris les mécanismes, tout est assez fluide. Maintenant que je vous ai parlé des grandes mécaniques du jeu, je vais vous donner mon avis sur ce dernier. Vendée 93 est bien plus qu'un simple jeu de stratégie. C'est une immersion totale dans un moment clé de l'histoire de France, la révolte vendéenne de 1793. Que vous soyez un passionné d'histoire ou un joueur cherchant une expérience stratégique complexe et riche, ce jeu sera vous captiver et vous amener dans une aventure où chaque décision compte. Le jeu brille par sa profondeur, sa réflexion et son atmosphère immersive. L'un des points forts de Vendée 93 est la façon dont il capture l'essence de la révolte vendéenne. Le jeu se base sur des événements historiques précis et chaque aspect du gameplay reflète les enjeux, les luttes et les tensions de l'époque. Vous vous retrouvez plongé dans l'atmosphère de 1793 où les royalistes et les républicains s'affrontent dans une guerre civile meurtrière. Le jeu ne se contente pas de représenter les événements de manière factuelle, il les réinvente sous forme de mécaniques de jeu intelligentes qui intègrent subtilement les éléments historiques tout en restant un défi stratégique. Les joueurs ont l'opportunité de revivre l'intensité de cette période
Chaque mouvement sur la carte, chaque bataille, chaque choix stratégique représente un moment de l'histoire, vous forçant à réfléchir comme l'auraient fait les généraux de l'époque. Vendée 93 met en avant les zones clés de la guerre et la prise ou la défense de certaines villes et régions peuvent influencer le cours de la révolte, tout comme cela a été le cas à l'époque. C'est un jeu qui exige de la réflexion, de la stratégie, de la gestion. Chaque tour de jeu amène son lot de décisions cruciales. Faut-il engager une bataille maintenant, ou mieux vaut-il attendre pour renforcer vos positions? Comment gérer vos unités et vos chefs pour maximiser leur potentiel? Le jeu vous pousse à analyser et à anticiper chaque étape. Une des mécaniques très intéressantes est la gestion des chefs militaires. Chaque chef, qu'il soit républicain ou royaliste, possède un trait spécial, qui peut modifier le cours de la bataille. Par exemple, des chefs comme Kléber ou Charette disposent de traits qui permettent des mouvements tactiques spéciaux ou des avantages en bataille. Ce système de traits donne une profondeur tactique exceptionnelle, chaque chef ayant un rôle unique à jouer dans le déroulement de la guerre. Cela renforce le côté stratégique du jeu, car chaque décision doit prendre en compte non seulement les forces militaires, mais aussi les capacités des chefs à commander et à prendre des décisions clés. De plus, la piste de prestige constitue un élément stratégique essentiel. Elle sert de baromètre pour évaluer les progrès des deux camps dans la guerre. La marque de cette piste offre des points de prestige qui influent directement sur les renforts et les ressources dont chaque camp dispose. C'est un système très malin qui introduit des choix difficiles sur la façon de gérer l'attaque et la défense tout au long de la partie. Chaque victoire, chaque prise de territoire et chaque bataille influe directement votre position sur cette piste, vous obligeant à constamment réévaluer vos priorités. Le mode solo de Vendée 93 est l'un des aspects les plus impressionnants du jeu. Il permet aux joueurs de vivre une expérience complète et immersive, mêlant même en jouant seul. Grâce à des règles spécifiques et une gestion astucieuse de la prise de décision, le joueur peut alterner entre les deux camps, tout en conservant une dimension stratégique complexe. Le système permet de jouer les républicains et les royalistes, à tour de rôle, sans jamais trahir l'esprit du jeu. Vous ne vous retrouverez jamais à jouer de manière trop avantageuse pour un côté ou pour l'autre. Les règles liées à une sorte de brouillard de guerre, comme l'impossibilité de voir la totalité des cartes de l'adversaire, maintenir l'incertitude et les surprises essentielles à l'expérience de la guerre. Le mode solo ne se contente pas d'être une simple version à un joueur d'un jeu multijoueur, il est pensé pour offrir une véritable expérience tactique où chaque décision, chaque action a un impact sur le déroulement de la partie. Cela inclut les modifications de cartes et leur emplacement, ainsi que des choix stratégiques à faire sans avoir une visibilité totale sur les actions de l'adversaire. L'un des grands atouts de Vendée 93 et son équilibre subtil entre complexité et accessibilité. Bien que les règles soient détaillées et demandent une certaine lecture initiale, elles sont conçues de manière à ce que le joueur puisse rapidement se familiariser avec les mécaniques de jeu. Une fois le jeu pris en main, il devient incroyablement fluide. Les réactions stratégiques, la gestion des renforts, des réactions et des mouvements deviennent des décisions cruciales à chaque tour. La possibilité de déplacer un chef vendéen ou républicain, de choisir entre plusieurs cartes disponibles ou encore de déclencher des événements stratégiques contribue à rendre chaque partie unique et hautement rejouable. Les cartes d'événements qui représentent des actions spécifiques des deux camps sont également un élément clé, emportant des surprises et des revers de fortune, qui garantissent que chaque partie ne sera jamais la même. C'est un jeu avec une très grande jouabilité. Grâce à son système de cartes et de traits des chefs, chaque partie représente une dynamique différente. Le joueur devra constamment ajuster ses stratégies en fonction des cartes qu'il pioche, des mouvements de l'adversaire et des circonstances de la bataille. L'influence des unités, ainsi que les choix stratégiques concernant les renforts ou l'évolution de la piste de prestige, garantissent que chaque partie offre une expérience nouvelle. En résumé, Vendée 93 est un jeu de stratégie exceptionnel qui parvient à offrir une expérience profonde et immersive, tout en restant accessible aux joueurs passionnés de stratégie. Son ancrage historique dans la révolte vendéenne est un atout majeur, offrant une thématique riche et réaliste qui plongera les joueurs dans les intrigues et les batailles de 1793. Grâce à une combinaison habile de tactique militaire, de gestion de ressources et de prise de décision stratégique, chaque partie devient un défi stimulant et une aventure inoubliable. Son mode solo est une merveilleuse addition, permettant aux joueurs de vivre cette expérience à leur propre rythme. Vendée 93 est un jeu pour ceux qui recherchent un jeu de guerre complexe, intelligent et historiquement riche. Vous avez également, donc ça, c'est le livret de règles solo, comme je vous en parlais. Donc vous voyez, il y a vraiment des spécificités au mode solo, des notes sur les... Et vous avez également toutes les notes sur les cartes, qui est tout un petit supplément historique, et aussi ça parle également du jeu, c'est vraiment très intéressant. Ça donne envie de se plonger dans des bouquins plus détaillés sur cette période-là pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous en a plus appris. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça motive. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!